on continue tout le travail qui a été fait pour la préparation du vote. Alors si vous le voulez bien, je voulais partager avec vous cette étape importante et de vous montrer à peu près qu'est-ce qui a été déposé. Vous comprendrez pourquoi je dis à peu près, parce que la quantité de ce qui a été livré est colossale. Très rapidement, alors la structure du dossier technique, il y a 24 tomes. Juste une précision, jusqu'à présent, les présentations à la Coupe du Monde ou les Coupes du Monde précédentes étaient beaucoup plus légères pour de multiples raisons. Il y a eu des changements importants qui ont été opérés au niveau de la FIFA, qui ont entraîné un changement de procédure et des procédures ont été modifiées complètement. Ces procédures sont en train d'être tunées. Donc ensemble, avec la FIFA, nous apprenons et nous faisons un peu le cobaye, n'est-ce pas, de cette nouvelle transformation des conditions. Alors, nous sommes passés à 24 tomes qui doivent être livrés à la FIFA, avec des sections extrêmement complexes. Par exemple, un stade de football nécessite 172 critères. 172 critères dont, par exemple, le soleil et sa position par rapport aux deux gardiens de but. Si par hasard le soleil les aveuglait, eh bien le stade est éliminé, vous êtes peut-être même éliminé. Donc la complexité est extrêmement forte par rapport au passé. Alors, la notation, qui est un élément important, vous retrouvez 4 critères qui peuvent être éliminatoires. D'abord, les stades, qui constituent 35% de la note. Deuxièmement, le transport, qui lui représente 13%, les sites d'entraînement 6% et l'hébergement 6%. Le reste, vous pouvez avoir une mauvaise note, mais ce n'est pas éliminatoire. Si sur ces 4 critères qui constituent 60% des notes, vous pouvez être éliminé si vous n'avez pas la moyenne qui est de 2 sur 5. De quoi s'agit-il lorsqu'on parle du Bidbook? On parle de 200 contrats qui sont exigés par la FIFA. Alors ces contrats sont au niveau national et au niveau local et représentent, tenez-vous bien, 40 000 pages. C'est évidemment colossal. Voilà ce que l'on appelle le Bidbook qui a été réalisé en un temps, je dois le dire, à peu près record, en 2 mois. Nous avons été à peu près au même niveau que nos concurrents parce que, comme je vous le disais, même si tout le monde s'est préparé et la fédération royale marocaine de football s'était préparée aussi, eh bien on ne pouvait pas aller beaucoup plus loin, assez loin, dans cette préparation parce que les critères du Bidbook n'étaient pas disponibles. Voilà de quoi s'agit-il et voilà pourquoi nous avons volontairement disparu entre le lancement de la réalisation du Bidbook et aujourd'hui, parce qu'on n'avait absolument pas le temps de parler ou de bavarder, on était concentré sur la réalisation. Alors, l'équipe qui a réalisé ce Bidbook est constituée de 80 personnes, 80 professionnels, dont les experts les plus pointus à travers le monde qui ont contribué à cela. On avait des équipes internes, des équipes externes, certaines équipes qui étaient spécialisées dans le contrôle du travail qui a été fait. On a même appelé une salle, une war room, une salle de guerre ou de pilotage de cette réalisation, et qui a été faite avec beaucoup de plaisir et beaucoup de nuits blanches. Alors, les paramètres de sélection des villes. Parce que des questions qu'on peut se poser, c'est pourquoi cette ville plutôt que cette ville? Eh bien, les critères de la FIFA sont très clairs. Lorsque vous devez sélectionner une ville, elle doit avoir une capacité hôtelière variant de 5 500 chambres à 14 000 chambres, horizon 2026. J'ajoute une petite complexité, c'est que vous ne pouvez pas dire que c'est pas grave, je n'ai pas de chambre aujourd'hui, je vais avoir 5 500 chambres en 2026. On vous répond, très bien, et quand la Coupe du Monde se termine, que faites-vous de vos 5 500 chambres? Donc vous devez avoir une démonstration que ce qu'ils appellent l'héritage, après la Coupe du Monde, soit utilisé par la population. Deuxième élément, c'est la taille de la population, de là où vous installez, ou la ville que vous choisissez
pour participer à cette Coupe du Monde. Donc vous ne pouvez pas décider d'une ville par rapport à l'autre comme vous le souhaitez. Les infrastructures. Les infrastructures sont importantes, entre autres de transport, et les critères sont extrêmement sévères. Enfin, la présence d'un grand stade au nord, mais la présence de clubs de haut niveau dans la ville, pour une raison simple, c'est l'utilisation post-Coupe du Monde. On ne peut pas dire qu'après on a fait un stade de 90 000 places. Désolé, on n'en a pas besoin après. Et les critiques sur les Coupes du Monde passées ont fait que la FIFA a énormément augmenté ou corsé ses critères à ce niveau-là. Alors, pour avoir 12 stades qui seront sélectionnés par la FIFA, on nous demande de présenter 14 stades. Donc 2 de ces stades-là ne seront pas retenus. Si on était retenu, on n'aura que 12 stades. Quel est l'état des lieux? Nous avons 5 stades à rénover ou à agrandir, qui nécessitent, pour la Coupe du Monde, de faire quelques modifications. Les voici. Le stade de Marrakech, Agadir, Fès, Tanger et Rabat. Donc ces 5 stades nécessitent des mises aux normes de la FIFA. Le deuxième pavé, ce sont 4 stades qu'on appelle non modulables. Je triche un peu pour être plus simple. On va vous parler d'un concept de stade modulable. Parmi les éléments qu'on a dû mettre sur pied, c'est d'avoir des stades d'une dimension nécessaire pour la Coupe du Monde, avec une capacité de les réduire pour que l'héritage soit cohérent avec la ville qui accueille ce stade. Évidemment, lorsqu'on réduit ce stade, ce qui est récupéré est utilisé pour les terrains qui n'ont pas de gradin ou qui n'ont pas la capacité de recevoir des spectateurs. Alors, ces stades-là, c'est Casablanca 2. Comme vous avez compris, il y aura 2 stades à Casablanca. Ça, c'est le stade de la finale, stade important, Casablanca 1. Le stade d'Oujda. Et enfin, le stade de Tétouan, qui est en cours de réalisation. Voici les 4 stades qui sont non modulables. Ça veut dire que post-Coupe du Monde, nous ne réduirons pas leur capacité. La dernière famille, ce sont les 5 stades modulables. Meknès, El Jadida, Nador, Ouarzazate et Marrakech 2. Comme vous le voyez, à Marrakech, il y a 2 stades et à Casablanca, il y a 2 stades. La raison est simple. C'est qu'évidemment, la question qui peut se poser, c'est pourquoi 2 stades dans une même ville? Eh bien, le capacitaire hôtelier et l'infrastructure de transport, vous ne pouvez pas l'avoir acceptable partout. Alors, vous, comme je vous disais, vous pouvez dire, oui, la population va grandir, nous allons pouvoir installer un réseau de transport très sophistiqué, mais ce qui est important, et ça c'est un élément pour moi qui est fondamental, nous n'avons pas transformé la stratégie du pays pour coller aux besoins de la Coupe du Monde, absolument pas. Nous avons fait l'inverse. Nous avons vu la stratégie du pays, nous avons comparé avec les besoins de la FIFA pour la Coupe du Monde, et nous avons fait en sorte que ce que nous avons comme stratégie ne bouge pas et intègre dedans les critères nécessaires à la Coupe du Monde. On n'a pas fabriqué une stratégie du Maroc pour répondre à une Coupe du Monde. Ça n'a absolument pas de sens. Pour une raison très simple, c'est que vous pouvez l'avoir ou ne pas l'avoir à la Coupe du Monde, comme les fois précédentes, mais les réalisations doivent continuer exactement dans ce sens-là, et on expliquera pourquoi. Donc voilà, le stade principal de Casablanca aura une capacité de 93 000 places, Marrakech à peu près 70 000 places, Tanger 65 000 places, et tous les autres sont autour de 46 000 places. Alors le concept de stade modulaire. Le stade modulaire, vous avez de toute façon toujours une partie qui est fixe, qui est en béton et qui est utilisée en permanence. Et vous avez une partie, celle que vous voyez, les morceaux qui sont entre le toit
et le reste du stade, qui sont modulables, où vous installez des gradins supérieurs, ou vous installez des gradins vers le bas, comme pour le stade de Marrakech. On ne va pas rentrer dans les détails, je pense que c'est sans intérêt à ce stade-là. Voici donc le concept du stade avec tout ce qui l'entoure, avec une activité véritable autour du stade et à l'intérieur du stade post-Coupe du Monde. Alors, les stades qui sont modulables et qui vont changer de 46 000 à 25 000 sont El Jadida, Marrakech et Meknes, et de 46 000 à 20 000 sont Nador et Ouarzazate. Voici un élément crucial, c'est que si vous dites que à Nador, à Ouarzazate, vous gardez un stade de 46 000 places, il faut justifier qu'est-ce que vous allez en faire après, post-Coupe du Monde. L'emplacement ne justifie pas un stade de 46 000 places. Mais de 20 000 places, oui. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, les 26 000, on les utilise pour améliorer les autres stades d'entraînement. Évidemment, on vous demande aussi dans les critères de la FIFA, pour chaque ville sélectionnée, les emplacements, ce qu'on appelle les fanfests, où les fans vont faire la fête. Donc, il faut des places avec des critères très spécifiques et il faut cadrer dans ces critères-là. Donc, tout ça, ça a été fait et ça répond totalement aux critères de la FIFA. On ne va pas rentrer dans les détails et vous aurez tout ça dans le dossier presse. Alors, la connectivité des villes. Un micro-clin d'œil, si vous me le permettez. Si vous prenez un compas à partir de Casablanca, vous avez les villes les plus éloignées où les matchs vont se jouer, qui sont à 550 km, qui peuvent se faire à la fois en voiture, en train ou par avion, dans des délais extrêmement courts. C'est un élément important. La connectivité des villes hautes, elles sont toutes très élevées. Et avec tout ce qui est programmé aujourd'hui dans les stratégies de chaque département, avec les budgets programmés avec, eh bien vous avez une infrastructure qui est au niveau requis. Le réseau ferroviaire aussi évolue très fortement, avec un vrai plan stratégique qui a été approuvé il y a 2 ans déjà. Eh bien, il a été présenté en l'état. Alors, ce qui est étonnant, c'est que les Coupes du Monde 2010, 2014 par exemple, où il n'y avait que 32 équipes, l'impact carbone est bien plus élevé que ce que nous proposons nous avec 48 équipes. Le Maroc a cet avantage-là qui est non négligeable. Alors les enjeux footballistiques, je vous annonce que vous l'avez remarqué, si l'Argentine n'est pas avec nous, dans nos équipes, nous avons essayé de travailler tous ensemble et d'être présents tous ensemble dans toutes les étapes. Et très vite, les activités nous ont rattrapés. Donc je suis ravi de voir Nawal ici qui vient d'atterrir, je crois, hein, sauf erreur ou omission. Tout le monde a travaillé, on a fait quelques missions ensemble. Serge est à Marrakech, il reçoit une délégation importante et nous dînons ensemble ce soir. Et juste après la conférence, je vais me diriger dans Marrakech pour aller en renfort. Donc il s'excuse de ne pas être avec nous et il aurait pu présenter cette partie-là bien mieux que moi. Ce qui est important à retenir, nous avons fait une étude qui est demandée par la FIFA dans le Bitbook. Nous avons choisi l'IFOP pour avoir une structure internationale reconnue. Et ce qui en ressort est intéressant. Les gens qui s'intéressent au football au Maroc, en moyenne, on part de 84%. Et le plus étonnant, c'est le deuxième chiffre, c'est que 75% des femmes ont un intérêt pour le football. Il n'y a pas beaucoup de pays où vous avez ça. Enfin, pour la Coupe du Monde, l'étude fait ressortir que 97% des gens qui ont été questionnés sont favorables pour une Coupe du Monde au Maroc. C'est en effet rare aussi. Alors, un momentum footballistique, je ne vais pas revenir là-dessus, sinon je ne vais pas rentrer dans le détail pour ne pas faire de jaloux, d'oublier quelque chose. Nous avons une période fantastique pour le football au Maroc et chacun a suivi de façon très spécifique les réussites qui ont été engrangées pour le pays. Alors, les sites d'entraînement, c'est
colossal. Vous avez 130 sites d'entraînement que vous devez présenter. Fort heureusement, le Maroc en a déjà réalisé pas mal. Et ceux qui restent à réaliser sont définis, programmés, et nous avons accéléré la programmation avec les besoins de la Coupe du Monde, parce qu'on vous demande pour chaque stade d'avoir pas loin 2 stades, 2 terrains d'entraînement, avec un hôtel de 200 chambres minimum. Vous imaginez la liste des critères pour passer. Donc là aussi, c'est une infrastructure lourde qui est mise en place. Alors, il y a 2 centres de formation importants qui sont utilisables à la fois pour le Maroc et ouverts pour l'ensemble du continent africain, avec des choses assez intéressantes qu'on ne connaît pas, qu'on découvre. Des centres qui sont extrêmement, enfin qui ont été mis aux normes internationales. Autre à Saïdia. Alors, les infrastructures qui ne touchent pas les stades. Hors stade, je rappelle simplement qu'entre 2003, date d'une Coupe du Monde, et 2017, le PIB a été multiplié par 2,1 au Maroc. Le Maroc a fortement changé lorsqu'on regarde ces indicateurs. Le réseau autoroutier a été multiplié par 3,5. Les capacités aéroportuaires multipliées par 2,4. Et les capacités hôtelières par 2,6. Alors, on accueille 2,2 fois plus de touristes qu'on accueillait en 2003. Et vous allez voir, les progressions sont intéressantes. Le fuseau horaire que vous voyez là, c'est que moins 3 heures, plus 3 heures, il y a beaucoup de pays qui peuvent suivre les matchs en direct. Ce sont des critères qui méritent d'être soulevés, et évidemment, nous les avons expliqués en long, en large et en travers au niveau du Bitbook. Vous l'imaginez bien. Un autre point non négligeable, 70 pays peuvent arriver au Maroc sans visa. 70 pays peuvent participer absolument sans visa au Maroc. Alors, l'évolution de la capacité hôtelière. Quand on dit le besoin de la Coupe du Monde en 2026, nous projetons d'avoir une croissance inférieure à la période 2003-2017, qui était à 7% par an. Si nous sommes à 6% par an, nous dépassons largement les besoins de la capacité hôtelière, et nous avons vu en détail, point par point, nous sommes très largement, il n'y a pas de souci sur ce critère. Alors, l'évolution de la capacité aéroportuaire, elle a aussi évolué à 7% par an. Si elle continue à évoluer que à 5% par an, nous sommes très largement au-dessus des besoins. Le Maroc a une spécificité, c'est qu'il sait accueillir 1 million de touristes en plus dans une période extrêmement courte. Donc les poussées de fièvre, on sait ce que c'est, on arrive à les gérer, et être capable de recevoir 500 000 visiteurs en plus ne crée pas de problème sur les capacités au Maroc. Alors, un élément important, une question qui est revenue à plusieurs reprises et on n'a pas voulu y répondre à date, avant de vous donner des chiffres assez précis. Qu'est-ce que l'infrastructure globale de la Coupe du Monde peut coûter d'ici 2026? Quand je vous dis ça, pour ne pas avoir de palpitations cardiaques, je vous prépare les éléments de compréhension. D'aujourd'hui à 2026, dans chacun des secteurs, le transport, le secteur du sport, etc., chacun a planifié un certain nombre d'éléments d'investissement. On va regarder quelle est l'enveloppe globale, qu'est-ce qui est prévu et qu'est-ce qui est hors budget et comment ça peut se financer. Le total est de 15,8 milliards de dollars. 15,8 milliards de dollars. Dont 3,2 milliards de dollars réalisés par le privé. C'est dans le cadre des chambres d'hôtel dont on a parlé et de l'engagement que ces gens-là ont. Évidemment, personne ne s'éloigne d'un secteur qui est en pleine croissance. Si vous avez une Coupe du Monde, il y a un travail colossal qui se fait d'ici là. Et donc, ces 3,2 milliards sont du privé, pas du public. Alors, allons voir qu'est-ce qui se passe pour les 12,6 milliards du public. Il se divise en deux parties.
3 milliards qui concernent le sport, en général, toute l'infrastructure dont on parle, et 9,6 milliards qui concernent les autres infrastructures publiques. Allons voir les 3 milliards en détail. Alors sur les 3 milliards, vous avez 0,6 milliards des projets en cours. Ça, c'est ce qui est programmé, qui est dans les budgets, qui est déjà lancé. Vous avez les stades à rénover ou à agrandir, 0,4. Les terrains d'entraînement à construire ou à rénover, 0,8. Et les terrains, Meknes, El Jadida, Nador, Ouarzazate, Marrakech et Casablanca, 1,2 milliard de dollars. Ça reboucle avec les 10 milliards de dollars qui ont été annoncés il n'y a pas très longtemps. Donc, au total, ce qui manque ici, par rapport à ce qui est prévu, ce qui est budgétisé, c'est 2,4 milliards de dollars. On retient ce chiffre et on va voir comment tout ça peut être noté. Alors, si on regarde l'investissement au niveau des infrastructures sur l'ensemble de la période, il totalise 9,6 milliards de dollars. C'est-à-dire que vous avez l'infrastructure de transport qui est le morceau le plus important, qui fait 8,5 milliards de dollars, et l'infrastructure sanitaire, 0,9, les centres de congrès et de diffusion, 0,2. Donc le gros morceau, c'est les 8,5 de l'infrastructure de transport, et quand même presque 1 milliard, 0,9, pour l'infrastructure sanitaire. Ça, c'est pour mettre les hôpitaux, on verra le nombre, aux normes internationales. On parle de 21 structures sanitaires aux normes internationales. Donc le total, on y revient, 9,5 milliards de dollars. Pour le transport, sur les 8,5 qu'on vient de voir, le budget qui est prévu global est de 14,5 milliards de dollars. Donc le budget couvre largement le besoin de 8,5. Pour ce qui est de la santé, le budget qui est prévu est de 2,3 milliards de dollars. Or, on ne parle que de 900 millions parce que ce sont les villes dont on a parlé et les villes qui reçoivent aussi les stades, les terrains d'entraînement. Donc là aussi, les 2,3 couvrent largement les 900 millions. Donc pas d'efforts supplémentaires requis pour l'État. Évidemment, il y a des ajustements potentiels à faire et le budget est largement couvert. Alors, si on fait une synthèse à ce niveau-là, le budget global, souvenez-vous, il est de 15,8 milliards de dollars. Les investissements du privé qui sont à soustraire sont de 3,2. Ce qui est déjà planifié pour les infrastructures sportives, c'est 0,6. 9,6 milliards déjà planifiés, couverts par le budget normal de l'État. 0,7 milliards, ce sont des coûts d'organisation additionnels qui ne sont pas prévus parce que la FIFA exige un certain nombre de structures qu'on n'aurait pas fait nous, au Maroc, qui ne sont pas dans nos projections. 1,1 milliard de dollars de recettes fiscales qu'il faut soustraire parce que et la construction amène des recettes fiscales de toutes ces infrastructures et les recettes fiscales qui accompagnent cette opération. Donc le bilan global, l'effort public, l'effort du Maroc pour pouvoir abriter la Coupe du Monde 2026 est de 2 milliards de dollars qui s'étale sur la période, qui fait 285 millions de dollars par an, c'est-à-dire à peu près 2,5 milliards de dirhams. Que constitue cette enveloppe par rapport au budget d'investissement de l'État? Eh bien, ça constitue 4% des investissements publics annuels. On parle de 4% de l'enveloppe annuelle à affecter à ce projet. Maintenant, très bien, imaginons qu'on le fasse. Quel intérêt, qu'est-ce que ça laisse au Maroc? Est-ce que ça vaut la peine d'affecter 4%, qui n'est pas énorme, 4% de notre budget à cette infrastructure? Est-ce que l'héritage en vaut la peine? Les retombées économiques, on parle de 2,7 milliards d'impact sur le PIB, de l'emploi qui est en pic, il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas de l'emploi avec une pérennité de 110 000 personnes, des recettes fiscales, on en a parlé, de 1,1,
Et le plus important, c'est cela. C'est 14 stades, 130 terrains et 21 hôpitaux aux normes internationales. Évidemment, il y a une partie du budget qui est là, donc le 4%, remet à niveau l'ensemble de la structure sportive footballistique et nous donne 21 hôpitaux aux normes internationales. Est-ce que cet effort en vaut la peine ou pas? Je pense que la réponse est assez évidente. Alors la candidature marocaine s'articule évidemment autour de 5 piliers, on en a parlé déjà, on ne va pas s'étendre là-dessus. Pour les joueurs et leur intérêt, ils ne se baladent pas avec des fuseaux horaires et des distances énormes. Pour les fans, souvenez-vous, le nombre de pays qui peuvent venir au Maroc sans visa, entre autres, la richesse culturelle, la diversité et tout ce qui s'ensuit, la distance. Pour la FIFA, il y a une maximisation des profits aussi. Les droits de télé seront importants parce que les fuseaux horaires, entre autres, le permettent. Pour le Maroc et l'Afrique, pour nous, l'avantage majeur, c'est une accélération forte du développement de nos infrastructures. C'est fondamental, mais pas uniquement. C'est, pour la partie touristique, c'est de faire connaître aussi le Maroc à ces 48 pays dont les équipes participent et à tous leurs fans qui les suivent à travers le monde. Enfin, pour le monde, une candidature authentique avec une ouverture. Je ne vous ferai pas l'article du Royaume, je crois que vous savez le faire bien mieux que moi, avec une tolérance, un apaisement, une sécurité et 3 points de suspension, tous les éléments que vous connaissez fort bien. Je voudrais citer un extrait de la lettre royale adressée lors des Assises du sport en octobre 2008. Je cite: « La pratique du sport devient de nos jours un des droits fondamentaux de l'homme. Il est donc nécessaire d'en élargir l'accès aux hommes et aux femmes de toutes les franges de la société, sans distinction aucune, aux régions et zones défavorisées et aux personnes à besoins spécifiques. Le sport est à ce titre un levier fort de développement humain, d'inclusion, de cohérence sociale et de lutte contre la misère, l'exclusion et la marginalisation. » Fin de citation. Si vous le voulez bien, on projette là un film que nous avons réalisé. C'est un film un peu long, vous nous en excuserez, mais qui installe l'esprit. Et il y a 2 dérivés de 90 secondes qui sont beaucoup plus courts, qui passeront pour expliquer de quoi il s'agit. Si vous le voulez bien, on passe au film.